mon objet aujourd'hui est celui que j'ai résumé par ce titre, le rapport de l'archéologie à l'histoire des idées. En mars 1967, Michel Foucault est invité par Raymond Aron à parler dans son séminaire en Sorbonne. Au tout début de son intervention, Foucault définit clairement l'enjeu de sa propre démarche méthodologique, d'abord positivement, puis négativement. Le problème dont je voudrais vous parler, c'est comme ça que commence l'intervention de Foucault. Le problème dont je voudrais vous parler, je ne crois pas me l'être donné d'entrée de jeu, je ne crois pas non plus l'avoir rencontré un beau jour, mais il me semble maintenant que je n'ai pas cessé de tâtonner dans cette direction. Ce problème est celui-ci, comment décrire des énoncés ? Problème simple, dont il faut voir tout de suite ce qu'il implique négativement. Il suppose en gros le refus de ce qu'on appelle généralement l'histoire des idées. Disons plus exactement que la description des énoncés est dans un rapport de commutativité avec l'histoire des idées. Derrière donc le problème que Foucault soumet à son auditoire ce jour-là, on reconnaît la tâche que se donnera 2 ans plus tard l'archéologie du savoir, à savoir la description de ces unités linguistiques qui, selon Foucault, sont irréductibles aux phrases, aux propositions ou aux speech acts, à savoir les énoncés. Mais ce que révèlent ces considérations liminaires, c'est bien la pars destruens de cette entreprise méthodologique, à savoir un refus de ce qu'on appelle généralement l'histoire des idées, à savoir évidemment ce que veut dire ce généralement. Ce sera donc l'objet de ma communication aujourd'hui, non pas de revenir une fois encore sur la nature et les applications de ce que Foucault a appelé archéologie du savoir, cela a déjà été fait plusieurs fois, mais de mettre en évidence cette partie négative de son entreprise, de sa méthodologie, c'est-à-dire produire une critique de l'histoire des idées. D'abord, un mot sur les sources. Le texte que je viens de citer, extrait de l'intervention de Foucault au séminaire de Aron, ne figure pas dans les 10 écrits, mais dans le fonds Foucault, acquis il y a 3 ans, en 2013, par la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'un fonds de manuscrits inédits qui était conservé jusqu'à présent par Daniel Defer. Et ce fonds considérable, comprenant aussi bien des cours et des conférences que des projets entiers de livres et des centaines de fiches de lecture, apporte quantité d'éléments nouveaux qui modifient et parfois bouleversent la vision que l'on avait de certains livres de Foucault. C'est notamment le cas de l'archéologie du savoir, où il y a 3 manuscrits complets, où Foucault a commencé le livre, a arrêté, a jeté à la poubelle, enfin non, puisqu'il en les a encore, et recommencé ainsi de suite 3 fois. Ce livre, donc l'archéologie du savoir de 1969, où Foucault, encore pris dans la tempête intellectuelle générée par la réception des mots et les choses, tente de clarifier et de préciser sa méthode d'analyse historique. L'écriture de l'archéologie du savoir correspond au séjour de Foucault en Tunisie entre le mois de novembre 1966 et octobre 1968, soit 1 an avant que l'Assemblée des professeurs du Collège de France ne vote la transformation de la chaire d'histoire de la pensée philosophique de Jean Hippolyte en chaire d'histoire des systèmes de pensée qu'il occupera jusqu'à sa mort. Histoire des systèmes de pensée, voire histoire de la pensée tout court, comme il le revendique, mais pas histoire des idées, comme Foucault le précise à plusieurs reprises lors de son enseignement au Collège de France. Et de fait, la 4e et dernière partie de l'archéologie du savoir est tout entière consacrée à une opposition terme à terme des principes de la méthode de Foucault à ceux de l'histoire des idées. Et ce, avec une radicalité, voire une emphase dans le ton, qui peut aujourd'hui surprendre le lecteur, comme si, au fond, l'histoire des idées représentait le pôle à la fois irrésistiblement attractif et repoussant par rapport auquel il concevait sa propre démarche. Donc je cite... Alors, bon, la coïncidence fait que je vais citer beaucoup d'extraits que Antoine Compagnon a cités hier, mais bon, pour ceux qui y étaient, donc ça fera un peu doublant. Voilà cet extrait de l'archéologie du savoir. Quand il vient d'expliquer sa méthode, il dit « J'ai fait comme si je découvrais un domaine nouveau, et comme si pour en faire l'inventaire, il me fallait des mesures et des repères inédits, mais en fait, ne me suis-je pas logé très exactement dans cet espace qu'on connaît bien et depuis longtemps sous le nom d'histoire des idées. Au fond, je ne suis peut-être qu'un historien des idées, mais honteux, ou comme on voudra, présomptueux. Un historien des idées,
qui a voulu renouveler de fond en comble sa discipline, qui a désiré sans doute lui donner cette rigueur que tant d'autres descriptions assez voisines ont acquise récemment, mais qui, incapable de modifier réellement cette vieille forme d'analyse, incapable de lui faire franchir le seuil de la scientificité, déclare, pour faire illusion, qu'il a toujours fait et voulu faire autre chose. Et Foucault de conclure ce paragraphe en déclarant « Je n'aurai pas le droit d'être tranquille tant que je ne me serai pas départagé de l'histoire des idées, tant que je n'aurai pas montré en quoi l'analyse archéologique se distingue de ces descriptions. » Ce qui peut nous surprendre d'abord ici, a fortiori au terme de ces 3 journées qui ont montré la variété des méthodes que l'on peut ranger sous l'expression d'histoire des idées, c'est à quel point pour Foucault, l'histoire des idées semble renvoyer à une méthode unique, à une tradition cohérente à laquelle on pourrait s'opposer directement. Dans son intervention au séminaire de Raymond Aron, il va jusqu'à dire que l'histoire des idées forme, je cite, un modèle théorique. Alors quel est ce modèle et à qui Foucault songe-t-il exactement ? Dans la 4e partie de l'archéologie du savoir, là je rappelle des choses mais qu'il faut tout de même avoir en tête pour avancer, Foucault dit que l'on peut caractériser l'histoire des idées par 2 rôles. Premièrement, l'histoire des idées peut désigner, dit-il, l'histoire des à-côtés et des marges. Non pas l'histoire des sciences, mais celle des quasi-sciences. L'alchimie plutôt que la chimie, par exemple. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il pensait aux origines de l'alchimie de Marcellin Berthelot, qui était professeur ici, 1885. Non pas l'histoire des systèmes philosophiques, mais celle des conceptions philosophiques implicites sous-jacentes au système rationnel. Foucault dit, en somme, la philosophie spontanée de ceux qui ne philosophaient pas. Ce serait ça la matière de l'histoire des idées. Non pas, il ajoute, l'histoire de la haute littérature, mais celle des formes mineures d'écriture, les almanachs, les journaux, etc. En bref, l'histoire des idées, c'est d'abord l'histoire de, je cite, toute cette insidieuse pensée, tout ce jeu des représentations qui court anonymement entre les hommes, analyse des opinions plus que du savoir, des erreurs plus que de la vérité, non des formes de pensée, mais des types de mentalité. Voici la première manière qu'il a de caractériser l'histoire des idées. La seconde, donc le second rôle, est le suivant. Il existe, dit-il, des ouvrages dits d'histoire des idées qui abordent de front l'histoire de la philosophie, des sciences et de la littérature, et non plus de ses marges cette fois. Mais c'est alors sous l'angle d'une analyse, dit-il, de ces connaissances qui ont servi de fond empirique et non réfléchi des formalisations ultérieures. L'histoire des idées montre en outre comment, peu à peu, ces grandes figures ainsi constituées se décomposent, comment les thèmes se dénouent, poursuivent leur vie isolée, tombent en désuétude ou se recomposent sur un mode nouveau. Alors, le passage est un peu abstrait, on pourrait le trouver assez obscur, d'autant que Foucault ne donne pas d'exemple. À qui pense-t-il ? À mon avis, il pense à l'History of Ideas de Lovejoy. Cette méthode dont on a à plusieurs reprises parlé ici, consistant à identifier les unit ideas qui entrent dans la composition des systèmes philosophiques, des œuvres littéraires ou poétiques, dans les modèles scientifiques même, puis à montrer comment ces idées devenues complexes, peu à peu, en viennent à se décomposer. Alors, je sais bien qu'on a prétendu parfois que Foucault ne connaissait pas Lovejoy. En fait, c'est faux, et les archives fournissent au moins 2 preuves de cette connaissance de Lovejoy. D'une part, dans le manuscrit de son intervention au séminaire de Raymond Aron, que j'ai déjà cité, on lit ceci. « L'histoire des idées telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant, entre parenthèses Baltimore, est donc loin d'être un tissu de contradictions, d'imprécisions, d'erreurs méthodologiques. C'est une configuration épistémologique qui a sa cohérence. » Bon, alors la mention de Baltimore est une référence à Lovejoy et à son école réunie à Johns Hopkins. Bon, ça c'est le premier indice. Deuxième indice, dans les fonds déposés à la BNF, on trouve des centaines de fiches de lecture, donc les fiches de lecture que faisait Foucault pour préparer ses livres, et qui sont regroupées par chemise thématique. Et alors, bon, c'est un petit peu décevant, mais il y a une chemise histoire des idées, mais qui ne comprend qu'une seule fiche. Donc bon, c'est la seule indice qu'on a, mais c'est une fiche qui est consacrée à Lovejoy. Foucault traduit un passage de l'article de Lovejoy qui s'appelle « Les Reflections on the History of Ideas ». Il recopie un extrait, je ne le mets pas en entier, je vais juste en mettre un petit bout.
Pour vous donner le contexte, dans ce passage, Lovejoy fait une sorte d'éloge de l'interdisciplinarité qui caractériserait sa méthode. Lovejoy affirme que l'History of Ideas ne reconnaît pas les divisions admises par l'université entre les différentes spécialités, car, je le cite, les processus de l'esprit humain n'empruntent pas les canaux correspondant aux divisions officiellement admises. Et il continue comme ça, et alors là je donne dans la traduction qu'en donne Foucault, c'est le premier texte, « Ideas are the most migratory things of the world », et Foucault laisse la phrase en anglais. Il ne traduit pas. Ensuite, un présupposé, une catégorie, un postulat, alors un motif irei, thème dialectique, une métaphore ou une analogie prégnante, un mot sacré, un mode de pensée, une doctrine explicite qui font leur apparition en une province conventionnellement distincte de l'histoire, peut, et cela arrive souvent, passer dans des dizaines d'autres. Bon. Alors, je vois dans le passage de l'archéologie du savoir dont je parlais tout à l'heure une allusion assez transparente à cette méthode de Lovejoy. Je vous ai mis le passage juste en dessous, mais je pense que c'est exactement ce qu'il a repris de sa fiche de lecture pour l'archéologie du savoir, quand il dit « L'histoire des idées montre comment le savoir scientifique se diffuse, donne lieu à des concepts philosophiques et prend forme éventuellement dans des œuvres littéraires. Elle montre comment des problèmes, des notions, des thèmes peuvent émigrer, on reconnaît le migratory, du champ philosophique où ils ont été formulés vers des discours scientifiques ou politiques. » Donc, dans ces pages de l'archéologie du savoir, Foucault tente donc de dégager les traits généraux de l'histoire des idées, qu'il s'agisse d'une vieille tradition française, dont je reparlerai dans un instant, ou bien de cette discipline relativement récente, créée par Lovejoy à la fin des années 30 à Baltimore. A-t-il eu raison de confondre ainsi toutes ces tentatives d'y voir un seul et même modèle théorique à l'œuvre? Je n'en suis pas sûr, mais passons, j'y reviendrai peut-être par la suite. Donc, en tout cas, prenons acte du fait qu'il a l'impression de voir un même modèle théorique dans l'histoire des idées. Alors, que reproche Foucault à cette histoire des idées, ainsi caractérisée? L'histoire des idées, dit-il, cherche en permanence à constituer de grandes totalités intellectuelles à l'échelle d'une époque, en négligeant la spécificité des types de discours. C'est ce qu'on voit avec l'éloge de l'interdisciplinarité ici chez Lovejoy. L'histoire des idées ne cesse de sortir de l'analyse des discours positifs pour tenter de reconstituer les grandes idées, les grandes visions du monde ou les mentalités qui sont censées avoir causé ces discours. Son archéologie philosophique à lui se donne au contraire pour tâche de ne jamais sortir du plan des énoncés, et donc de ne pas passer à ces entités abstraites que seraient les idées. L'archéologie ne cherche pas à reconstituer une pensée cachée derrière ce qui a été dit, elle analyse les discours eux-mêmes. Elle ne cherche pas à reconstituer une grande chaîne ininterrompue de précurseurs et de disciples, elle cherche à analyser pour une époque donnée comment les discours et les savoirs obéissent à un certain nombre de règles qui en déterminent les modalités. Enfin, on peut dire que l'archéologie ne veut pas proposer une psychologie, une sociologie ou une anthropologie de la création qui ramènerait les œuvres à leur foyer individuel. Elle cherche à déterminer des règles et des pratiques discursives qui imposent à certains champs entiers du savoir, qui s'imposent à certains champs entiers du savoir et traversent les œuvres individuelles. Au fond, si je vais ramasser tout ça en une seule raison, qui est à mon avis la raison centrale, ce que Foucault refuse dans l'histoire des idées, c'est d'abord cette manière qu'il juge naïve et désuète d'appliquer les catégories de la subjectivité aux évolutions historiques. Alors, à quoi pense-t-il ? Pour le savoir, on peut se reporter à ce passage de sa recension de la philosophie des Lumières de Cassirer, paru en juillet 1966 dans la Quinzaine littéraire et déjà cité donc par Antoine Compagnon hier. Nous autres Français, nous ne sommes pas encore débarrassés des prestiges de la psychologie. Une culture, une pensée, c'est toujours pour nous la métaphore d'un individu. Il nous suffit de transposer à l'échelle d'une époque ou d'une civilisation ce que, dans notre naïveté, nous croyons valable pour un sujet singulier. Un siècle aurait, comme tout un chacun, des opinions, des connaissances, des désirs, des inquiétudes, des aspirations.
Paul Hazard, à l'époque de Cassirer, décrivait la crise de la conscience européenne dont nous a parlé Antoine Compagnon hier. Ce que Foucault veut abattre dans cette tradition essentiellement française de l'histoire des idées, qui applique donc les catégories psychologiques, celles de la crise, celles des opinions, des idées, de la conscience, à une époque entière. Donc c'est ça qu'il veut abattre. De fait, alors bon là, ça va devenir vraiment franchement redondant, mais j'avais prévu aussi de vous montrer, pour un exemple, ce que écrit quelqu'un comme Paul Hazard pour bien faire voir qu'effectivement Foucault n'invente pas ce genre de reproche, mais qu'on trouve effectivement chez Paul Hazard une sorte de métaphore ou d'application des critères psychologiques à l'époque entière. Donc je vous lis simplement la première phrase, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Alors une crise s'est opérée dans la conscience européenne entre la Renaissance dont elle procède directement et la Révolution française qu'elle prépare. Il n'y en a pas de plus importante dans l'histoire des idées, etc., etc. Et vous verrez qu'après, il parle des victoires, des affirmations, des idées, etc. Voilà donc ce que Foucault critique quand il dit que dans l'histoire des idées à la française, on applique les catégories de la subjectivité aux époques entières. Et ce pourquoi Foucault fait l'éloge de Cassirer contre Paul Hazard ici, c'est parce que, selon lui, Cassirer aurait eu l'immense mérite d'avoir raconté une autre histoire de la pensée, désencombrer celle-là des motivations individuelles et, a fortiori, de toute tentation de projeter des catégories psychologiques sur une époque. Cassirer a dégagé, en pleine lumière, le champ, dit-il, du discours et de la pensée. Il, et là je cite Foucault, il isole de toutes les autres histoires, celle des individus comme celle des sociétés, l'espace autonome du théorique. L'espace autonome du théorique, où se définissent à chaque époque les formes du savoir. Cassirer, ajoute Foucault, laisse la pensée penser toute seule. Bon, ce faisant, Cassirer retrouve ici le sens que Kant donnait à l'expression archéologie philosophique. Alain de Libera le rappelait ici même lors de sa séance de séminaire du 20 mars 2014, c'est Kant qui est l'inventeur de l'expression d'archéologie philosophique. On la trouve dans les Loseblätter, les feuillets détachés pour le texte de 1791 sur les progrès de la métaphysique. Kant s'y interroge sur la possibilité de faire, dit-il, une histoire philosophique de la philosophie, autrement dit une histoire qui ne serait pas une simple collection empirique ou historienne de faits ou de motivations individuelles, mais une histoire proprement rationnelle ou a priori. Il n'y serait pas question, dit Kant, d'ergoter à propos de l'origine des opinions qui ont agi par hasard ici ou là, ou encore de présenter simplement l'ordre factuel dans lequel se sont succédées les diverses idées philosophiques. Cette histoire serait une histoire du développement propre de la raison qui prendrait comme point d'appui le sol, l'arché, sur lequel se fonde la connaissance. Bon, on peut alors penser que lorsque Foucault oppose son archéologie à l'histoire des idées, il se comporte en strict néo-kantien. Il reprend un terme de Kant, il fait référence à Cassirer pour s'opposer à l'histoire des idées. Il emboîterait donc le pas à Cassirer en proposant lui aussi d'étudier le plan autonome, comme il le disait, du discours-savoir et de ses transformations sans chercher à y plaquer les catégories et les motivations relevant naïvement de la psychologie subjective. En fait, Foucault entend dépasser Cassirer, car il estime que ce dernier n'est au fond pas allé assez loin dans son entreprise. En 1970, dans une conférence à la Faculté des arts libéraux de l'Université de Tokyo, Foucault rappelait sa volonté de réformer complètement la pratique de l'histoire des idées en s'inspirant des méthodes structurales, j'y reviendrai, et cette fois, sous la catégorie d'histoire des idées, il mettait, je le cite, « tout ce qui s'est fait à l'époque de Paul Hazard ou en Allemagne à l'époque de Cassirer ». Donc voilà maintenant Cassirer embarqué avec Paul Hazard dans l'histoire des idées, alors qu'on pensait justement que Cassirer nous en avait libéré. Quel a donc été le tort de Cassirer ? Cassirer a fait se déployer tout l'univers autonome du discours pensé, comme Foucault vient de le dire. Donc il a exposé dans son autonomie propre le plan du théorique contre les grands récits de l'histoire des idées, mais il a eu le tort de considérer que ce plan-là, du théorique, se manifeste de manière privilégiée dans une philosophie, dans une théorie de la connaissance réflexive. En bref, Cassirer a débarrassé l'histoire intellectuelle des catégories naïves
de la psychologie individuelle, mais il a mis, pour le dire très rapidement, à la place du sujet, la philosophie elle-même. Je cite la fin de la recension de la philosophie des Lumières au moment où Foucault adresse ses critiques à Cassirer. Donc là, il critique Cassirer en disant, voilà, avec ce prestige de la philosophie pure, c'était comme si la pensée d'une époque avait son lieu d'élection dans des formes redoublées, dans une théorie du monde plus que dans une science positive, dans l'esthétique plus que dans l'œuvre d'art. Bon, là, on reconnaît vraiment le motif très kantien, dans une philosophie plus que dans une institution. Sans doute faudra-t-il, ce sera notre tâche, nous libérer de ces limites qui rappellent encore fâcheusement les traditionnelles histoires des idées. En d'autres termes, pour Cassirer, ce qui expose les conditions de possibilité d'une pensée donnée dans l'histoire, c'est toujours et d'abord la philosophie, ou plus généralement une pratique réflexive de la pensée sur elle-même. Son néo-kantisme le conduit à rechercher les conditions de possibilité des positivités déterminées, donc les sciences, mais aussi les œuvres d'art ou les institutions, sinon dans une constitution transcendantale, du moins dans la forme théorique de la philosophie. Et ce qu'il faut dépasser dans Cassirer, selon Foucault, c'est ce privilège donné à la réflexion philosophique. C'est ce que Foucault a tenté de faire dans ces 3 exercices archéologiques que sont la naissance de la clinique en 63, sous-titré Une archéologie du regard médical, l'histoire de la folie, et Les mots et les choses en 66, sous-titré Archéologie des sciences humaines. Il s'agissait pour lui de déterminer les conditions d'apparition de certains savoirs positifs, la psychiatrie, l'histoire naturelle, etc., sans renvoyer à leurs conditions de possibilité philosophiques, mais plutôt, comme il le dit, aux conditions d'émergence des énoncés, la loi de coexistence avec d'autres, la forme spécifique de leur mode d'être, le principe selon lequel ils subsistent, se transforment et disparaissent. Bon, ça, ce sont les mots de Foucault. Si on essaye de reformuler, on peut dire qu'il s'agissait de chercher dans les discours eux-mêmes la règle de leur formation et non dans une philosophie qui les surplomberait. En un mot comme en 100, pour Foucault, l'archéologie cesse de renvoyer à l'origine ou au fondement de toute connaissance rationnelle. Elle renvoie, selon une étymologie que lui-même qualifie de fantasque, à l'archive, c'est-à-dire à la forme discursive qu'ont prise les savoirs au fur et à mesure des époques. Bon, je m'arrête et je reviens sur la phrase à la fin de la recension du livre de Cassirer, « Sans doute faudra-t-il, ce sera notre tâche, nous libérer, etc. » Quel est le sens de cette injonction, de ce « il faudra » ? Pourquoi absolument faut-il se libérer ainsi de l'histoire des idées et surtout donc de la philosophie comme figure de surplomb de l'histoire de la pensée ? C'est selon Foucault une injonction de l'époque elle-même, des temps eux-mêmes. Ce qui caractérise l'époque selon Foucault, c'est l'effacement. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît particulièrement quand on lit les manuscrits de cette époque-là, c'est quelque chose sur lequel il revient en permanence, c'est l'effacement du privilège accordé à la philosophie comme discours autonome. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas trop m'étendre sur ce point, donc j'en parle assez rapidement. C'est un thème qui apparaît donc de manière récurrente et presque obsessionnelle dans les manuscrits de cette époque, et notamment dans le cours qu'il prononce à Tunis dès qu'il arrive en 66, qui s'appelle le discours philosophique. Et ce cours, qui est très important, qui sera sans doute bientôt publié, c'est comme de cette manière-là qu'il diagnostique en fait l'époque actuelle. Il diagnostique son époque par un fait majeur, d'après lui, qui se produit dans le champ de la connaissance et la pensée, c'est la disparition du discours philosophique, du moins dans la forme où nous l'avons connu depuis le XVIIe siècle. Pendant 3 siècles, donc du XVIIe au XXe siècle, il a été possible, selon lui, je ne rentre pas dans, de délimiter à peu près une certaine forme de discours, distincte, bien que évidemment liée, à d'autres discours, comme celui de l'exégèse religieuse, du discours scientifique, du discours quotidien ou du discours de fiction. Le discours philosophique pendant 3 siècles pouvait se présenter avec une certaine autonomie, avec certaines, comme il le dit, conditions internes de fonctionnement, et pouvait, et même devait, poser certaines questions qui lui étaient propres. Par exemple, celle de la nature du sujet pensant ou bien du fondement de la connaissance, ce qui parfois n'était en fait qu'une seule et même question.
Le propre du discours philosophique, selon Foucault, était qu'il s'interrogeait sur les questions qui font qu'une vérité en elle-même non contingente puisse être énoncée et découverte par un sujet donné à un moment donné. Je le cite, « Comment le maintenant, quel qu'il soit, d'un discours peut lui permettre d'accéder à une vérité qui ne dépend pas de lui ?» Donc, la philosophie ne posait pas tant la question de la vérité directement en elle-même, dans son universalité, que celle des conditions d'accès du sujet à la vérité. Or, selon lui, ce grand privilège de la philosophie, qui était encore au cœur de l'entreprise historique de Cassirer, on vient de le voir, est en train de s'effacer. Au lieu de cela, on constate l'apparition ou le développement de toute une série de disciplines à la place de la philosophie, produisant une analyse du discours ou du savoir sans pour autant renvoyer à une philosophie du sujet. Quelles sont ces disciplines ? C'est la logique, c'est la linguistique, c'est la philosophie analytique et certaines disciplines qu'on peut qualifier de structuralistes. J'en dirai un mot plus tard. C'est ce qu'il explique dans un texte dont je voudrais vous montrer certains extraits, inédit celui-là aussi, qui est une des versions de l'archéologie du savoir, une des premières qu'il a mise au panier, mais qui était un texte d'épistémologie qui s'appelle « Histoire des sciences et archéologie du savoir ». Alors, quel était l'argument de ce texte, qui est quand même un gros texte de plus d'une centaine de pages, mais qui s'arrête à un moment. Selon lui, il prend acte du fait qu'il y a donc un développement conjoint de ces disciplines d'analyse du discours et du savoir. Et ce développement montre qu'en épistémologie, nous sommes, selon lui, en train de tourner la page du moment kantien. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire nous n'attendons plus d'une philosophie, et a fortiori d'une philosophie du sujet, fût-elle transcendantale, qu'elle explicita les conditions de possibilité de la connaissance. Alors je vous montre un extrait un petit peu long, mais intéressant de ce texte. Devient inutile l'entreprise d'une philosophie qui, discipline des objectivités constituantes, serait critique, fondement et validation de la connaissance. Un petit peu plus loin, alors que le primat de l'objectivité renvoyait toute science à l'analyse philosophique, non scientifique en tout cas, de ses fondements, la disparition de ce primat permet aux sciences de se constituer comme objets les unes des autres. Le champ épistémologique, au lieu de renvoyer à la couche de l'originaire, on reconnaît de l'arché, et d'exiger, pour la mettre enfin au jour, une discipline spécifique, se replie sur lui-même et rend possible l'organisation de sciences qui soient pour les autres des métasciences. S'il est vrai que la pensée classique de la représentation exigeait une métaphysique, s'il est vrai que la pensée moderne de l'objectivité exigeait un métadiscours fondateur, nous sommes entrés maintenant dans un âge où la science se constitue dans un espace métadisciplinaire. Nous voici arrivés à l'époque des sciences de sciences. En cette nouveauté dont nous ne pouvons pas encore mesurer la richesse, il faut voir la raison du prestige singulier acquis récemment par toutes les disciplines, de la logique à la linguistique, qu'on pourrait appeler sciences du discours. Alors, pour essayer de résumer un peu quand même ce texte assez dense, on constate que Foucault voit une double évolution. D'une part, une disparition progressive du discours philosophique, du moins dans sa prétention à exposer en une théorie du sujet les principes de la connaissance. D'autre part, un développement simultané de disciplines qui se présentent comme des sciences ou du moins des analyses du discours. Les fiches de lecture de Foucault au cours de ces années révèlent l'ampleur des lectures consacrées à la linguistique, à la logique, mais également, et donc Claudine Tiercelin y faisait référence tout à l'heure, ce qu'on ignorait, à la philosophie analytique. Et c'est une des révélations quand même de l'ouverture de ces archives, de montrer que Foucault ne possédait pas une connaissance superficielle de cette littérature, mais extraordinairement approfondie et méthodique, et que pendant un an, il n'a lu que ça, en fait. Ce sont des dizaines de fiches. Bon, j'ai commencé à vous en mettre quand même quelques extraits. Vous voyez, il y a une enveloppe, par exemple, meaning, et vous voyez que chaque point, c'est une fiche qui fait 2, 3, 4 pages. Donc là, je mets que les titres, quoi. Donc c'est ce qu'il lit. Ça, c'est sur des livres. Donc meaning, ça c'est la suite, donc avec des fiches sur Ryle, Meynon encore, Austin, Ayer, il lit beaucoup Ayer, Putnam,
Alors une énorme pochette sur Russell. Là, bon, je passe vite parce qu'on va tous les lire. Vous voyez que c'est quand même assez Russell encore Russell. Bon, des feuilles volantes consacrées à Searle. Ça aussi, quelque chose sur la notion d'aveu, les noms propres, les speech acts, etc. Maurice, la philosophie analytique. Donc voilà, ça, les bibliographies qui se faisaient sur le sujet. Bon, ça c'est à peu près. Et donc à chaque entrée correspond à chaque fois une fiche, quoi. Donc bon, il y a passé vraiment un an, quoi. Bref, et ça c'est à peu près la moitié. Donc bon, c'est absolument considérable, vertigineux, d'autant que c'est vrai que ça apparaît quand même assez peu, sauf dans on a pu le deviner dans une théorie quand il parle des speech acts, mais au fond c'était pas très. Bref. Donc il lit que ça de façon obsessionnelle pendant un an. Alors, qu'est-ce qui intéresse Foucault dans cette littérature ? C'est la réflexion qu'elle produit sur les savoirs et sur les sciences, et le fait que cette réflexion ne passe pas donc par une théorie de la connaissance. Si l'on entend par là une volonté de fonder les savoirs positifs dans une théorie de la conscience. Alors, bon, on peut critiquer ce qu'il appelle théorie de la connaissance, mais au fond, il dit que, d'après lui, le concept même de connaissance procède je cite, d'une insoutenable confusion entre le savoir et la conscience, entre le niveau, d'une part, des caractères formels d'un discours et celui de l'expérience vécue d'un sujet. C'est ça serait cette espèce de mélange qui, d'après lui, est insoutenable. Selon Foucault, ces deux plans, donc du savoir et de la conscience, sont rigoureusement distincts. Il faudrait pouvoir produire une analyse rigoureuse du ou des savoirs, décrire les propriétés formelles des discours, sans pour autant estimer que cette analyse nous renseigne le moins du monde sur la nature du sujet lui-même. En un mot, il faudrait convertir intégralement l'archéologie philosophique de Kant en une archéologie du savoir. C'est ça. Pendant longtemps, explique Foucault, il a été impossible de bien distinguer ces deux plans, donc du savoir d'une part, de la conscience de l'autre, à cause de l'héritage kantien. Encore un extrait de ce manuscrit. Depuis Kant jusqu'à nos jours, toute analyse du savoir s'est faite dans la forme d'une réflexion sur la connaissance, c'est-à-dire sur les modes ou les actes de conscience qui pourraient fonder, habiter, accompagner ou inquiéter de l'intérieur le discours scientifique. Le savoir en sa positivité, en son existence de discours manifeste, répondant à des critères particuliers, a toujours été réduit parce que naïf, non fondé, trop immédiat peut-être, au niveau d'une justification radicale, trop média pour être à lui-même son propre fondement. Depuis plus de 2 siècles, on ne cesse de substituer à la visible étendue du savoir et à l'enchaînement de son discours la suite des actes de la connaissance. Alors, selon Foucault, cette configuration typique qu'a prise la philosophie de la connaissance depuis Kant définit en même temps ce qu'il appelle la structure anthropologique propre à la pensée moderne. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à toujours vouloir ramener ce qu'il appelle les positivités ou les savoirs positifs ou les empiricités au niveau transcendantal dans la région fondamentale du vécu. Foucault interprète le développement conjoint de toutes les formes d'analyse formelle du discours comme une manière de tourner définitivement cette page de la philosophie et donc de sa tentation anthropologique. On peut désormais, selon lui, réfléchir sur la nature du savoir et du discours à partir de métadisciplines et sans avoir recours à une philosophie générale et a fortiori à une anthropologie. Alors, bon, voilà. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon, si, 10 minutes. Ce n'est pas évidemment le dernier mot de Foucault. Foucault, dans la conclusion de l'archéologie du savoir, la version définitive, publiée celle-là, se montre nettement plus suspicieux à l'égard de cette nouveauté apparente dans notre paysage épistémologique. Il pense que les hommes n'abandonneront pas aussi facilement leur philosophie, leur anthropologie, leur théorie du sujet, et que même si on les contraint à accepter les résultats ponctuels des disciplines formelles ou structurales, alors il dit... Alors oui, bon, ça c'est... Bon, je fais une parenthèse, mais il met dans le même sac, et ça aussi j'y reviendrai, toutes ces disciplines comme la logique ou la philosophie analytique ou la linguistique, avec
d'autres modalités d'analyse du discours, comme l'anthropologie structurale, Lévi-Strauss, ou de la psychanalyse lacanienne. Pour lui, dans certains manuscrits, on a l'impression que tout cela forme une seule et même ensemble de disciplines d'analyse du discours, évidemment distinctes les unes des autres. Bon. Alors, ça aussi, je reviendrai sur ce point dans la conclusion. En tout cas, toujours est-il que dans la conclusion de l'archéologie du savoir, il dit, voilà, toutes ces disciplines se développent, mais au fond, les hommes seront toujours réticents à se dire qu'elle signifie une disparition de la philosophie générale et de l'anthropologie. Les hommes, selon lui, n'abandonneront jamais la croyance en la souveraineté de la conscience et chercheront toujours son expression ou sa manifestation ailleurs, dans une région du savoir encore épargnée. Alors, quelle est-elle cette région ? Il s'agit précisément de l'histoire de la pensée. Là, c'est pas lui qui parle, mais si nous sommes bien obligés de supporter bon gré, mal gré, tous les structuralismes, nous ne saurions accepter qu'on touche à cette histoire de la pensée qui est l'histoire de nous-mêmes. Alors, vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'en fait, la philosophie recule de plus en plus, selon lui, elle recule, elle est dans ses derniers retranchements, elle ne peut plus être dans une épistémologie au sens très très large ou des formes d'analyse de discours qui se donnent simplement dans des positivités distinctes et qui ne renvoient plus à une philosophie du sujet, mais donc dans ces derniers retranchements, la philosophie trouverait un abri et un refuge dans cette histoire de la pensée qui est l'histoire de nous-mêmes. Foucault use ici manifestement du discours indirect, mais on peut se poser la question, à la place de qui parle-t-il ? Alors on peut penser, et je dois cette suggestion à Ronan de Caland qui parlait ce matin même, que Foucault s'oppose ici à l'enseignement de son ancien professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, au moment où il préparait l'agrégation de philosophie, Georges Gusdorff. Gusdorff est l'auteur d'une monumentale Histoire des sciences humaines et de la pensée occidentale, alors qui comptera en tout 14 volumes, qui paraissent entre 1966 et 1988. Donc 1966, c'est quelques mois avant tous les textes que je viens de citer. Donc c'est vraiment exactement au même moment. Le premier tome donc, venait de sortir, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce premier tome ? On découvre que Gusdorff produit un diagnostic sur l'état du savoir scientifique qui recoupe en gros celui de Foucault. En gros, il existe, d'après lui, dans le monde scientifique, de plus en plus, dit-il, une tendance à la spécialisation. Gusdorff écrit que la spécialisation est, je cite, « la maladie constitutionnelle de la science depuis un siècle environ ». Pour les scientifiques, il en va certes de la rigueur même de leur pratique, qui réclame que l'on traite d'un objet dans sa spécificité. Mais le risque de cette tendance à la spécialisation, selon Gusdorff, est d'ordre anthropologique. La science, dans son ensemble, devient incapable de présenter, dit-il, une image de l'homme. Devant ce péril, il revient, selon lui, à l'histoire de recomposer cette image. Dans le panorama des sciences prises dans leur synchronie, n'apparaît dans le panorama des sciences, n'apparaît que de manière fragmentaire. Donc c'est une citation de Gusdorff. Si la logique du développement des sciences dans le monde récent est une logique de la dissociation, dont l'aboutissement normal serait la dissolution radicale de toute image de l'homme, alors l'histoire des sciences enseigne la nécessité inverse de la réintégration et de la solidarité du domaine humain. Vous voyez que c'est effectivement assez frappant de voir comment on a l'impression que Foucault prend exactement le contre-pied dans la conclusion de l'archéologie du savoir de ce que disait Gusdorff, c'est-à-dire que devant cette disciplinarisation de la science dans son unité, il faut réagir par une histoire. Alors la citation que je viens de vous présenter de Gusdorff est tirée de la conclusion donc, du tome 1, et ce tome de sa grande Histoire des sciences humaines et de la pensée occidentale, dont le titre est en lui-même tout un programme de ce tome 1, l'histoire du savoir comme contribution à une anthropologie historique. Donc pour Gusdorff, il revient à présent à l'histoire de tenir lieu de studium generale. C'est dans l'histoire, en effet, dans l'aventure de la pensée scientifique, qu'il faut voir non seulement un progrès des découvertes et de la connaissance, mais l'expression d'une pensée. L'histoire du savoir, dit-il, apparaît comme un moyen de remédier à l'aliénation du spécialiste en le reclassant dans l'humain.
Bon, je vois que mon temps de parole arrive bientôt à son terme, donc je vais passer, je voulais dire plus de choses de Gusdorff. Simplement, j'ai dit que pour Gusdorff, alors bon, Gusdorff explique pourquoi ça ne peut plus être selon lui une philosophie entendue au sens classique du terme qui assumerait ce rôle d'unification des sciences. Il a toute une série d'explications là-dessus, qui est essentiellement que la philosophie s'est repliée sur une philosophie de la conscience et est pratiquée par des gens qui n'ont plus le niveau dans les sciences. Et donc il faut que ce soit les historiens du savoir qui prennent le rôle qu'avait la philosophie pendant longtemps. Alors, j'ai dit que c'était une histoire du savoir, une histoire de la pensée, mais c'est beaucoup plus frappant que ça, parce que la conclusion du livre de Gusdorff dit, en fait, il ne faut pas l'appeler comme ça, il faut l'appeler par autre chose qui est l'histoire des idées. Et Gusdorff le dit explicitement, il dit, en fait, ce qu'il nous faut, c'est une histoire des idées. Alors, il écrit, l'histoire des idées ne bénéficie pas en France, pour l'instant, d'une reconnaissance officielle. Elle n'a pas sa place dans les institutions et n'est enseignée nulle part. Au contraire d'autres pays occidentaux. Et alors il fait alors l'éloge de Lovejoy, il dit l'un des meilleurs spécialistes de cette discipline, qui a explicitement défini l'histoire des idées comme une entreprise pluridisciplinaire. Et alors il fait justement tout un passage sur ce que c'est qu'une idée. Voilà, par exemple cette citation, il dit voilà, l'idée représente un thème de pensée. Là il commente vraiment Lovejoy et il dit pourquoi selon lui c'est très intéressant. Un thème de pensée, une constellation de valeurs susceptibles de se manifester sous des formes variées dans les divers secteurs de la culture. Elle rassemble dans une même exigence des éléments liés à la sensibilité et à l'imagination, aussi bien que des indications de l'entendement. Vous voyez très bien comment l'histoire des idées se substitue au rôle qu'avait la philosophie, qui était déjà de comprendre le jeu des facultés. Et il continue comme ça, et voilà, Gusdorff dit au départ, pendant longtemps, et alors ça rejoint exactement les conclusions d'Antoine Compagnon hier, il dit, pendant longtemps, l'histoire des idées, qui la pratiquait, c'était des littéraires, c'était la littérature comparée. Il a paru en France, pendant ces dernières années, une série de gros ouvrages portant sur divers aspects de la pensée du XVIIIe, qui sont autant de thèses de doctorat, alors voilà, l'idée de bonheur, etc., vous voyez tous ces titres. Mais il dit, bon, c'était des littéraires. Le caractère commun de ces travaux, d'une érudition consciencieuse et respectable, c'est qu'ils ont pour auteurs des spécialistes de la littérature française, bien que leurs thèmes respectifs ne soient littéraires que par occasion et concernent beaucoup plus l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences. Les auteurs, en dépit de leur bonne volonté, ne sont qu'imparfaitement préparés à traiter les sujets qu'ils traitent, faute de posséder le sens des perspectives techniques. Donc en fait, il faudrait maintenant une histoire des idées qui ne soit plus faite par des littéraires, mais par des philosophes, d'où son éloge de Lovejoy. Vous voyez donc qu'il n'est pas... et voilà, et donc il termine à la fin en disant que c'est cela qui permettra de remettre l'anthropologie et la philosophie, enfin ça se substituera en fait à la philosophie dans sa vocation première. Bon, il n'est pas difficile, je conclus, il n'est pas difficile de voir comment Foucault s'oppose très exactement, je mets une dernière citation si vous voulez. Non, bon, c'est pas grave. Il n'est pas difficile de voir comment Foucault s'oppose très exactement au projet de son ancien professeur. Il ne s'agit pas pour lui de reconstituer sous la forme d'une histoire des idées cette anthropologie sous-jacente à toute théorie de la connaissance philosophique, mais au contraire de prendre acte de cette coupure irrémédiable, définitive, sans retour possible, qui s'est produite dans l'histoire de notre savoir et qui est précisément que l'on n'attend plus d'une philosophie qu'elle explicite les conditions générales du savoir, ni qu'elle offre par là même une théorie du sujet. Bon, pour conclure, je vais quand même faire quelques remarques qui semblent être quand même aussi les limites évidentes de l'analyse de Foucault sur au moins 2 points. Mais très rapidement. Cette analyse de Foucault sur sa propre époque implique un certain nombre de généralisations. On l'a vu à 2 reprises au cours de mon exposé. Première fois, l'étiquette « Histoire des idées » désigne selon lui un modèle théorique cohérent où on peut mettre pêle-mêle Paul Hazard et Lovejoy, Cassirer et Marcellin Berthelot. Foucault est nettement plus soucieux de faire ressortir les présupposés communs à tous ces auteurs, si tant est qu'ils existent, que d'en signaler les différences pourtant considérables. Deuxièmement, on l'a vu un petit peu plus tard, de même dans le texte d'épistémologie que j'ai cité tout à l'heure, qui prépare l'archéologie du savoir, et dans l'archéologie du savoir elle-même, on constate que Foucault voit en toutes les différentes disciplines d'analyse du langage un même phénomène historique.
la linguistique, la logique, la philosophie analytique, mais aussi la sémiotique de Charles Morris ou les méthodes d'analyse structurale, ethnologie ou psychanalyse, ne sont pas évoquées sous l'angle de leurs différences, voire de leur opposition foncière, mais sont convoquées tout ensemble comme un même symptôme, certes polymorphe, mais tout de même un même symptôme d'un grand changement des temps. C'est assez dire, je crois, que si Foucault a voulu abattre l'histoire des idées, comme une discipline naïve selon lui, il n'était pas lui-même exempt d'un certain historicisme lorsqu'il abordait la philosophie, et que le devenir de celle-ci semblait plus importer à ses yeux que les oppositions théoriques qui en constituent les moments. Je vous remercie.